Madame, Monsieur, bonjour. Ebony 2016, la cérémonie qui récompense le meilleur journaliste, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire a eu lieu hier. Nous en parlerons tout à l'heure dans ce journal. Mais avant, en direction l'Éthiopie, Idriss Déby Itno, nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, désigné par ses pairs lors des travaux de la 26e session ordinaire de l'Union, le président tchadien succède au Zimbabwéen Robert Mugabe, prévu pour se tenir jusqu'à ce dimanche. Le sommet s'est ouvert hier samedi. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Aussitôt déclaré à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à l'occasion des travaux de la 26e session ordinaire de l'Union, le nouveau président en exercice de l'UA, Idriss Déby, a pris le flambeau des mains de son prédécesseur, le président zimbabwéen Robert Mugabe. Le président Déby reconnaît que la tâche n'est pas facile, mais il promet de faire de son mieux. Succéder à Robert Mugabe, ce n'est pas aisé. Je n'aurai ni le verbe, ni le langage franc et direct, ça pique souvent, ni aussi ses capacités, mais nous essaierons de faire de notre mieux. 2016, année africaine des droits de l'homme avec une attention particulière pour les droits des femmes, c'est le thème choisi lors de ce sommet. Pour le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président tchadien Idriss Déby, ce thème constitue un élément catalyseur en vue de la promotion de l'Africain dans toutes ses dimensions. Ce qui, selon lui, doit conduire à un changement des mentalités basé sur la solidarité et la complémentarité. Et Idriss Déby d'ajouter que l'Afrique doit pouvoir prendre désormais son destin en main par ses propres moyens que de compter sur l'extérieur. Sommet donc du changement, il a vu la participation de plusieurs personnalités venues des 4 coins du monde. Personnalités parmi lesquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'ailleurs très sollicité pour ce qu'il convient d'appeler l'agenda 2063 de l'UA, fixé sur des objectifs de développement durable. Après sa participation au sommet qui a donc porté son choix sur le président tchadien pour présider désormais aux destinées de l'UA pendant 1 an, le chef de l'État ivoirien a pris congé. Il s'est rendu aussitôt à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Pour le président Alassane Ouattara, c'est désormais l'étape de la France après l'Éthiopie, au moment où le chef de l'État ivoirien prenait place à bord de son avion. Pour cette nouvelle étape, il était 16 h à Addis Abeba, soit 13 h à Abidjan et en temps universel. Voilà, Idriss Déby Itno, donc nouveau président de la conférence des chefs d'État de gouvernement donc, de l'Union africaine. On s'intéresse à présent à ce déjeuner organisé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il recevait à déjeuner donc les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Et c'est Gabriel Zani qui nous en fait le compte-rendu. 21 novembre 2012, date de sa nomination au poste de chef de gouvernement. Cela fait 38 mois que Daniel Kablan-Duncan côtoie la plupart des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et présent à ce déjeuner organisé pour la nouvelle année. Ce sont donc 38 mois de diplomatie économique, politique, bien souvent couronnée de succès, qu'il faut célébrer. Vous avez toujours su faire montre d'une immense gentillesse et de tact dans l'accueil. Monsieur le Premier ministre, au nom de tous les corps diplomatiques, je voudrais réitérer nos remerciements pour cette occasion que vous nous offrez depuis quelques années d'être avec vous et votre épouse pour ce temps de repas devenu rencontre familiale. Un déjeuner, c'est aussi une heureuse occasion de manifester la solidarité du gouvernement ivoirien à tous les pays qui ont connu des attentats, de féliciter la tenue de grandes rencontres internationales telles que la COP 21 et aussi une occasion de réaffirmer la volonté du gouvernement de maintenir le pays au travail. Le gouvernement a bâti une stratégie de développement cohérente à travers le programme national de développement PND 2012-2015 qui vient d'être affiné par la mise en place du PND 2016-2020 doté de 30 000 milliards de francs CFA dont une grande part
plus de 60% d'investissements sont réservés au secteur privé. Fini les discours de cérémonie, le couple Duncan, organisateur du déjeuner, est visiblement détendu dans leur résidence de Grand Bassam. L'on retrouve un Premier ministre proche des convives et aussi des journalistes. En fait, l'autre volet essentiel de ce déjeuner, le voici, la convivialité, l'amitié. Voilà un reportage signé Gabriel Zani. Hydrocarbures, on en parle à présent. L'industrie mondiale des hydrocarbures connaît de profondes mutations depuis quelques années. L'Association des producteurs de pétrole africains, consciente donc des risques, a décidé de parler réforme. Et pour ce faire, donc, une rencontre a été organisée. Christelle Menon, notre envoyée spéciale, nous en fait écho. Cela fait près de 30 ans qu'existe l'Association des producteurs de pétrole africains. Elle regroupe aujourd'hui 18 pays africains qui font face à de nouveaux défis liés à l'exploitation des hydrocarbures. Les cours du pétrole sont en chute libre et le climat se réchauffe. Le contexte mondial est alarmant et les risques pour l'Afrique sont importants. Pour les pays membres de l'APA, il faut se montrer plus solidaire et plus efficace avec de nouvelles directives et pour cela, il faut reformer l'association. Notamment le changement de définition qui va passer d'hydrocarbures à énergie. L'APA va intégrer l'aspect électricité. Un comité interministériel ad hoc de 6 membres présidé par la Côte d'Ivoire pilote cette réforme ainsi que l'évaluation de toutes les structures de l'APA par un consultant indépendant. Réuni à Malabo ce 25 janvier, il propose la création d'un sommet des chefs d'État des pays membres, l'instance suprême de l'association pour faciliter la prise de décision, mais à la clé aussi la création d'une plateforme d'engagement pour la stabilisation des prix du pétrole. La Côte d'Ivoire, vice-présidente de l'association, a été proposée pour abriter en 2017 ce sommet des chefs d'État des pays membres. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que la Guinée équatoriale est un pays producteur. Nous avons d'autres pays producteurs, mais c'est très important d'accorder le lead à un pays qui a une économie croissante. Le producteur de pétrole et de gaz a besoin de consommateurs. Et où trouve-t-on le plus de consommateurs en Afrique? Nous avons 3 pays principaux. Le Nigeria, le géant du continent, ensuite l'Afrique du Sud et enfin la Côte d'Ivoire. Depuis déjà quelques années, la Côte d'Ivoire est un carrefour pétrolier. La Côte d'Ivoire est un des rares pays à avoir une raffinerie. La Côte d'Ivoire a pris la décision d'être le leader au niveau de la production d'énergie électrique et du transport. Des prix du pétrole plus stables et plus profitables aux Africains, une exploitation des hydrocarbures plus responsable et efficace, une transition énergétique réussie pour les pays africains, ces objectifs nécessitent des mesures urgentes, recommandées par les Nations Unies. 1. La multiplication par 2 de l'efficacité énergétique dans tous les pays du monde. Deuxièmement, il faudrait que tous les pays du monde, dans leur mix énergétique, 30% des énergies renouvelables interviennent. Troisièmement, il faudrait bien que les citoyens du monde moyen puissent accéder à une énergie moderne, une énergie propre. Un vaste chantier pour l'Association des producteurs de pétrole africains qui entend rester fidèle à son objectif de création, celui d'être pour l'Afrique un point focal stratégique à l'image de l'OPEP. Une ambition qui a justifié la mise en place d'organes annexes à l'association, le Fonds APA pour la coopération technique et l'Institut africain de pétrole. Et de retour de Malabo, on parle emploi jeune. 366 jeunes bénéficient d'un projet dit École Chantier. 366 jeunes du district d'Abidjan vont bénéficier d'une formation pratique dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers écoles d'infrastructures socio-économiques. Ce sous-projet vise à renforcer l'insertion des jeunes en leur donnant des formations pratiques sur des chantiers d'infrastructures conduits par des entreprises privées. Sur les 5 jours de la semaine, les jeunes auront 1 jour de cours théoriques et 4 jours de formation pratique sur des chantiers de construction réels. Cela va se faire sur différents chantiers dans le district d'Abidjan, avec lesquels nous avons eu un partenariat et qui acceptent volontiers d'engager nos jeunes dans la réalisation de leurs travaux. Donc ça donne une chance aux jeunes de se frotter concrètement à la pratique, ce qui permet aux jeunes en moins de 6 mois de maîtriser un métier. Le chantier école d'infrastructures socio-économiques
fait partie du vaste projet du contrat de désendettement et de développement. C'est de 2 emplois, financés à hauteur de 10 milliards 200 millions de francs CFA par le gouvernement français. Un budget qui sera rehaussé à 21 milliards de francs CFA pour l'intégration socio-professionnelle de 31 500 jeunes. C'est un dispositif assez innovant que nous avons pensé pouvoir déployer pour prendre en charge la problématique de l'emploi des jeunes. Ce nouveau dispositif permet en fait à ces jeunes-là de trouver des réponses concrètes à leurs problèmes d'emploi. Il faut qu'ils soient assidus, c'est une perche, c'est une seconde chance qui leur est offerte. 366 autres jeunes seront recrutés dans la région du Béquet dans les mois à venir pour la seconde étape du sous-projet Chantier École d'infrastructures socio-économiques. Un commentaire signé Chantal Akanda. Aujourd'hui, 31 janvier, journée mondiale de lutte contre la lèpre, maladie infectieuse chronique qui touche environ 200 000 nouvelles personnes chaque année. 24 heures pour faire de la sensibilisation et lutter contre la stigmatisation. À l'occasion, je vous propose d'aller à la découverte de Raoul Foloro, le vagabond de l'amitié, comme on l'appelle, initiateur donc de cette journée. Et c'est avec Malika Koulibaly et Marie-Laure Ngora. On l'appelle le vagabond de la charité. Raoul Foloro, journaliste et écrivain français, est né le 17 août 1903 à Nevers, en France. Sa bataille contre la lèpre commence en avril 1943. À cette époque, il n'existe aucun traitement médical. La lèpre, maladie mystérieuse, effraie. Même si elle tue rarement, elle mutile lentement ses victimes. Beaucoup y voient le signe de la malédiction. Les malades de la lèpre sont donc exclus, abandonnés, livrés à eux-mêmes. En 1953, un guide religieux suggère à Raoul Foloro de créer une journée mondiale de prière pour les lépreux. Foloro s'approprie l'idée et lance la journée mondiale des lépreux. Elle est célébrée pour la première fois le dernier dimanche de janvier 1954. Cette journée vise 2 objectifs: soigner et traiter les malades de la lèpre comme tous les autres malades en respectant leur dignité, leur liberté. Bannir les préjugés sur la maladie. Cette journée est aussi l'occasion pour les associations de mobiliser les populations en vue d'obtenir des dons pour les malades. 40 années de lutte acharnée contre la lèpre, Raoul Foloro met en place des associations dans plusieurs pays européens. Le combat porte des fruits. En 1968, le vagabond de la charité crée l'association française Raoul Foloro. Elle regroupe toutes les associations mises en place en France pour lutter contre la lèpre. Décembre 1977, l'ami des lépreux, Raoul Foloro, s'éteint, laissant derrière lui une journée dédiée désormais aux malades de la lèpre. Outre la fondation qui porte son nom, la mémoire de Raoul Foloro est conservée à travers les noms d'institutions hospitalières et autres organisations dans le monde. L'ami des lépreux, le vagabond de la charité, autant de surnoms donnés à Raoul Foloro qui repose désormais au cimetière d'Auteuil, à Paris, en France. Voilà un commentaire signé Marie-Laure Ngora et qui nous donne l'occasion de revenir donc sur la cérémonie Ebony 2016. Je vous en parlais en début de journal. Le meilleur journaliste de l'année est connu. Il s'agit de Jérôme Kouakou de RTI Mans. Le prix Ebony Télé est revenu pour la 3e fois successive à Michel Digré, Marie-Laure Ngora qu'on écoutait tout à l'heure, journaliste, présentatrice du 20h, s'offre elle le nouveau prix Canal+ du meilleur présentateur télé. Le prix Ebony presse écrite revient lui à Germaine Boni. On parle sport à présent. La Côte d'Ivoire est en demi-finale du CHAN 2016. À son tour l'aventure chinoise. Même club. Attention à ce geste. Oh quel but exceptionnel. Quel but incroyable. Il est magnifique ce but de Serge Nguessan. Mais commençons par le début. Face à une équipe agressive du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire résistent et s'imposent. Première période dominée par la Côte d'Ivoire, aucun but inscrit. Même résultat en seconde période, cette fois-ci c'est le Cameroun qui mène les débats. Il faudra attendre les prolongations pour voir une grande formation de la Côte d'Ivoire.
On joue la 95e minute. Corner exécuté par Serge Nguessan. Boakofi Devi ouvre le score. 7 minutes plus tard, sur un centre de Zakri, Achodjobo se sert de sa tête dans tous les sens du terme et enfonce le clou. À 2-0, les Ivoiriens sont en confiance. La preuve, ce chef-d'œuvre de Serge Nguessan, admiré. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Un chan historique pour les éléphants après une première participation au second tour. C'est la première demi-finale que Dissué et son groupe offrent aux Ivoiriens. Un peu plus tôt dans la journée, dans l'autre quart de finale, c'est la RDC qui met fin au rêve du pays organisateur, le Rwanda. En s'imposant 2-1. But de Kikanji dès la 11e minute pour la RDC. Le Rwanda réagit en seconde période et égalise par Ernest Sugira. Rwanda 1, RDC 1. Et dans les arrêts de jeu, Bumpunga offre le but de la victoire aux Congolais. Premier qualifié pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la demi-finale et c'est Cathy Touré qui nous en parlait tout à l'heure. Quelques milliers de personnes ont bravé hier samedi la pluie à Paris pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et de l'état d'urgence. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Les manifestants demandent la levée immédiate de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et l'abandon du projet de déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour des activités terroristes. Des mesures indextiles qui heurtent et mettent à mal les libertés. Mercredi, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, démissionnait en faisant état de son désaccord politique majeur avec François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls. Plusieurs estiment que le projet sur la déchéance de nationalité ne pourra dans les faits que s'appliquer aux binationaux. Ils le décrivent comme une mesure raciste qui revient à dire que certains sont plus français que d'autres. Voilà qui met un terme à ce journal. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.